Imaginez un enfant seul au milieu d'un paysage désertique. Il est complètement absorbé par son jeu, là, avec un petit engin de chantier en plastique. Mhm. Autour de lui, le silence, le vent, et puis on devine assez vite qu'il y a des ruines partout. C'est l'image forte, presque archétypale, qui est vraiment au cœur du scénario Le jouet sur le sable de Radouane Mahazoun. Oui, une image qui marque tout de suite par son dépouillement et puis cette charge émotionnelle qu'on sent là juste sous la surface. Absolument. Et aujourd'hui, justement, on va explorer ça en profondeur. On va regarder les différents documents qu'on a sur cette œuvre. Alors, il y a le scénario lui-même, sous forme de continuité dialoguée, le script, quoi, avec les dialogues, les actions décrites. Voilà. Mais aussi son découpage technique. Ça, c'est comme le plan visuel détaillé, séquence par séquence, plan par plan. Tout à fait. Et on a aussi le scénario sonore qui détaille tout l'univers auditif prévu, hein, les bruits, les silences, la musique s'il y en a, les voix. C'est vraiment le pendant auditif du découpage technique. D'accord. Et il faut pas oublier le synopsis, la logline, ce tout petit résumé là, et puis des notes d'intention de l'auteur, des notes esthétiques, théoriques même, et une analyse critique externe qui apporte un autre regard. C'est un dossier assez complet finalement. Oui, c'est ça. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer tout ça ensemble. Essayer de comprendre la structure narrative, repérer les thèmes forts, poignants qui ressortent, et surtout, saisir comment cette conception visuelle et sonore, qui est voulue minimaliste, comment elle sert un récit qui se passe dans un contexte très, très spécifique et chargé d'émotions. Alors, prêt pour cette exploration? Allons-y. Pour commencer, plantons un peu le décor. Les documents qu'on a, ils décrivent un terrain vague, désertique, des dunes de sable, de gravats aussi, un horizon souvent caché par la poussière. Les notes esthétiques parlent d'une atmosphère de vide, un peu comme si le temps était suspendu. Une attente. C'est ça. Et la lumière, elle est décrite comme crue, presque clinique par moments. C'est un espace qui pourrait sembler abstrait, presque, hors du temps. Oui, mais les sources, elles ancrent très vite ce décor dans une réalité brûlante, quoi. Il y a un détail qui est révélé assez tard dans le découpage technique. C'est pendant la séquence 5. Un graffiti sur un mur fissuré presque effacé. Ah oui. Le mot Raza, Gaza. La logline le confirme aussi, de manière explicite, et ce seul mot, il charge immédiatement l'espace d'une histoire, d'un poids politique, humain, immense. Même si le récit, lui, reste très centré sur l'intime, hein. Donc ce minimalisme visuel, cette épure de par les notes d'intention, ça prend une autre dimension alors. C'est pas juste un choix esthétique comme ça, abstrait. C'est peut-être une façon de refléter un paysage mental et physique aussi, marqué par la destruction, l'effacement. Tout à fait. Et au cœur de ce paysage, on a trois figures principales. C'est elles qui structurent le récit, l'analyse critique qu'on a, elle les décrit très bien, et leurs interactions, souvent silencieuses, sont vraiment au centre de l'attention. Alors, il y a d'abord l'enfant. Oui. Les documents le montrent complètement absorbé par son jeu, avec son petit engin de chantier. L'analyse utilise l'expression imaginaire résistant. Ces gestes-là, répétitifs avec le jouet, ils sont décrits comme une sorte de reconstruction intérieure, une réplique obstinée au monde. Une réplique au monde. C'est fort. Oui. Et visuellement, on nous dit que la caméra se concentrerait sur lui, avec des gros plans, parfois en légère contre-plongée, pour souligner à la fois sa concentration intense, mais aussi sa fragilité peut-être. Et face à lui, ou plutôt, à côté, au début, comme observateur, il y a le vieil homme. Lui, c'est la figure de la mémoire blessée, du désabusement. Les notes le décrivent comme fatigué, replié sur lui-même. Mhm. Il observe l'enfant depuis sa cabane là, de fortune, et son regard au début, il est teinté de scepticisme, voire d'une ironie un peu triste. C'est ce que suggère l'analyse. Le découpage technique le montre d'ailleurs qu'il sort lentement de sa cabane, il s'assoit lourdement contre ce mur fissuré, celui où on découvrira le graffiti plus tard. Exactement. Et la troisième figure, qui arrive un peu plus tard, c'est la sœur. Son apparition, elle introduit ce que l'analyse appelle le lien fraternel, mais aussi une forme d'urgence, un rappel à la réalité quotidienne, la survie. Elle est décrite comme un pivot entre le devoir de mémoire et la nécessité de continuer. Un pivot. Oui. Et son entrée en scène est visuellement très travaillée dans le découpage. Elle émerge de la poussière, au loin une silhouette liminale, presque irréelle au début. C'est un terme qui est repris dans les notes esthétiques. Liminal, c'est-à-dire comme sur un seuil, entre deux mondes. C'est intéressant ça, comme description. C'est exactement ça. Entre le monde tangible de la survie immédiate, elle vient chercher l'enfant pour manger, et peut-être un monde plus évanescent, celui des souvenirs, des absents.
La dynamique au début, donc, c'est cette confrontation silencieuse. Le vieil homme qui regarde l'enfant jouer, l'adulte désabusé face à l'obstination de l'enfant, qui peut sembler dérisoire dans ce contexte. Et ce qui frappe tout de suite quand on lit la continuité dialoguée, c'est cette économie radicale de mots. C'est un choix assumé, hein, les notes d'intention citent même Beckett ou Bresson comme inspiration pour cette épure. Concrètement, il n'y a que 2 répliques parlées dans tout le scénario. 2 phrases. C'est tout. Incroyable. Ce qui donne à chaque parole un poids considérable, évidemment. La première, elle arrive dans la séquence 3. C'est le vieil homme qui parle à l'enfant. La continuité dialoguée nous donne sa réplique. Tu crois que tu vas réparer tout ça avec ton jouet? Waouh. Cette question, elle brise le long silence du début. Ce silence décrit comme minéral, épais dans le scénario sonore. C'est une phrase frontale, presque cruelle dans sa lucidité un peu amère. Elle confronte direct l'imaginaire de l'enfant à la réalité écrasante de la destruction et au pessimisme de l'adulte. On imagine l'effet de ces mots après de longues minutes de silence, juste avec le bruit du jouet sur le sable et le vent. Et l'enfant, d'ailleurs, il répond pas. Il continue son jeu. Il répond pas avec des mots, non. Sa réponse, c'est la persistance de son geste, de son jeu. La deuxième et dernière réplique parlée, elle arrive bien plus tard, dans la séquence 8. C'est la sœur qui appelle l'enfant. Elle insiste pour qu'il vienne manger. Et là, l'enfant répond, brusquement, presque avec colère. Il dit « Donne à mon petit frère ». Ah ouais, une phrase qui doit faire l'effet d'une bombe silencieuse, ça. Qu'est-ce que les sources nous disent sur l'interprétation ou l'effet de cette réplique? Elle est ambiguë, non? Complètement. L'analyse souligne justement la rupture dramatique et sonore que ça provoque. La réplique est profondément énigmatique. Est-ce qu'il parle d'un frère qui est là mais qu'on ne voit pas? Un frère disparu, mort? Ou est-ce une projection, un jeu qui intègre une figure absente? Les documents ne tranchent pas. Ils laissent l'ambiguïté. D'accord. Mais ils décrivent l'effet sur les autres personnages. La sœur, elle est visiblement bouleversée, elle marque un temps d'arrêt avant de repartir, lentement, dans la poussière. Et le vieil homme, qui observe la scène de loin, il est décrit comme secoué, touché par cette réponse inattendue. Son regard sur l'enfant change encore à ce moment-là. C'est fascinant comme une seule phrase peut ouvrir autant d'abîmes. Et entre ces 2 seuls moments de parole, il y a un autre temps fort, un pivot narratif qui est, lui, complètement muet. C'est l'échange du jouet dans la séquence 5. Raconte-nous un peu comment les documents le décrivent. Ah oui, c'est un moment absolument clé. Le découpage technique et le synopsis le détaillent bien. L'enfant, de lui-même, il arrête son jeu, il s'approche du vieil homme qui est silencieux et il lui tend son petit engin de chantier. Il y a tant d'hésitation. Le découpage insiste sur un plan serré sur les mains du vieil homme qui reçoit l'objet. Il le prend et le synopsis précise qu'il le caresse comme une relique. C'est un geste tout simple, mais chargé d'une signification intense dans ce contexte de silence et de désolation. Et c'est pile à ce moment-là, si j'ai bien compris les sources, que la caméra révèle le graffiti « Rosa » sur le mur derrière eux. Le découpage technique mentionne un léger mouvement de caméra ou peut-être un changement de mise au point, c'est le plan 19, pour le rendre lisible juste après ou pendant que le vieil homme prend le jouet. La juxtaposition est frappante. Absolument. L'analyse parle de transmission muette. Ce geste, il brise la distance qu'il y avait au début entre l'enfant et le vieil homme. Un fil invisible se tisse, qui transmet pas de l'espoir au sens naïf du terme, mais peut-être une forme de dignité partagée, une reconnaissance mutuelle dans leur obstination à continuer, pour reprendre une idée du synopsis. Comme si l'enfant lui passait le relais de cette persistance. C'est un peu ça, oui. Cette persistance dérisoire mais vitale. Et ce geste prend encore plus de poids avec ce qui suit juste après. Un flashback, la séquence 6 nous plonge dans la mémoire fragmentée du vieil homme. Oui, le découpage technique et la continuité dialoguée décrivent des images mentales subjectives, des éclats de souvenirs heureux, une famille autour d'une table, des rires d'enfants. Et puis brutalement, des images de chaos, une maison éventrée, filmée avec une caméra instable qui tremble. Ah oui, Le scénario sonore indique des sons de vie passée qui se mélangent à des grondements sourds. Et on entend, en voix intérieure, la pensée du vieil homme telle qu'elle est écrite dans la continuité dialoguée. On croit bâtir, mais tout s'écroule. On croit transmettre, mais tout s'efface. Et pourtant, tu continues. Ce tu continues, ça semble faire écho directement à l'obstination de l'enfant qui vient de rencontrer à travers le geste du jouet. du coup, l'échange du jouet devient vraiment ce pont tangible entre sa mémoire brisée, son sentiment que tout s'efface, et la persistance inexplicable de l'enfant dans le présent. C'est très fort. C'est exactement ça. Le jouet devient le catalyseur qui relie ce passé douloureux
et un présent où une forme de vie, même minimale, essaie de perdurer. Parlons un peu plus de la forme, justement. Comment ces émotions, ces idées, sont traduites visuellement et sonorement, au-delà des exemples qu'on a déjà donnés? Le découpage technique et les notes esthétiques insistent beaucoup sur une image très maîtrisée, non? Oui, oui, le parti pris est clair. Beaucoup de plans fixes ou alors des mouvements très lents, genre travelling lent, panoramique. Ça crée une sensation de temps étiré, de contemplation, mais aussi un peu d'enfermement dans ce paysage. Les notes disent bien qu'il faut éviter tout spectaculaire facile. Puis le jouet, comme le plan 3 par exemple, et ça contraste avec des plans plus larges qui le montrent tout petit face à l'immensité des dunes ou des ruines. L'analyse suggère que ça accentue à la fois sa concentration et sa vulnérabilité. Et l'arrivée de la sœur, tu disais qu'elle était visuellement marquante. Comment c'est décrit ça? Alors, le plan 29 du découpage est assez précis. Elle apparaît d'abord comme une silhouette indistincte qui émerge de la poussière, filmée de loin, dans l'axe entre l'enfant et le vieil homme qui est en morse, flou. C'est seulement quand elle s'approche que sa figure devient nette. Ah, d'accord. Et les notes esthétiques utilisent ce terme de silhouette liminale. Et la mise en scène décrite semble parfaitement traduire cette idée d'une apparition presque surnaturelle au début, mais qui s'ancre dans une réalité très concrète ensuite. Et la fin? Comment ça se termine, visuellement? La séquence 10 est décrite comme un panoramique final. Le découpage technique, c'est le plan 37, indique un lent mouvement de caméra qui recule, un panoramique arrière qui élargit progressivement le cadre. Et là, on découvre l'ampleur du champ de ruines tout autour, qu'on voyait peut-être moins bien avant. Hmm. Au centre de ce chaos révélé, l'enfant continue inlassablement son jeu. Et détail important, le vieil homme, maintenant, il est debout derrière lui et il le regarde. Une image finale puissante qui laisse l'interprétation ouverte, mais qui suggère quand même un changement. Et ce minimalisme visuel, il trouve son écho dans le travail sonore, si je comprends bien le scénario sonore. C'est très lié. Ah oui, absolument. Les deux sont pensés en parfaite synergie. Le scénario sonore et l'analyse insistent sur l'importance primordiale du silence. Un silence qui est décrit comme minéral, épais, parfois quasi total. Mais attention, c'est pas un silence vide. Il est habité par le souffle continu du vent, une présence quasi constante dès la première séquence qui accentue la solitude et la désolation. Et au milieu de ce silence et de ce vent, il y a ce son très particulier du jouet, donc. C'est le son central, le leitmotiv sonore. Le scénario sonore précise qu'il doit être légèrement amplifié, presque irréel. Ce frottement répétitif, obstiné, du plastique de l'engin de chantier sur le sable, sur les gravats. Il apparaît dès le début et il revient sans cesse, comme un pouls fragile mais têtu. C'est vraiment le son de la persistance de l'enfant, comme le note l'analyste. C'est le dernier son qu'on entend, tu disais. Oui, c'est ça. C'est le tout dernier son avant le noir final. Il se superpose aux autres éléments sonores avant de rester seul un court instant. Et comment les autres sons sont traités? Tu parlais d'un appel du muezzin, d'une explosion. Ils sont traités avec distance, comme filtrés par l'environnement ou peut-être la subjectivité des personnages. L'appel du muezzin, par exemple, est décrit dans le scénario sonore comme lointain, réverbéré, flottant comme un souvenir, pas comme un appel ancré dans le présent immédiat. L'explosion qui arrive dans la séquence 4, c'est un grondement sourd suivi de vibrations basses dans le silence qui suit. Pas d'effet choc, donc. Non, pas de spectaculaire, plutôt une menace sourde intégrée à cet univers sonore. Et ce qui est significatif, c'est qu'après un temps de suspension, le bruit du jouet reprend obstinément, La vie qui continue. malgré tout. Et la voix de la sœur, t'en parlais? Elle crée une rupture nette, oui, on l'a évoqué. Le scénario sonore la décrit comme clair mais ferme, et ça contraste fortement avec les textures sonores ambiantes, le vent, le sable. Sa voix ramène une forme de normalité ou de quotidienneté, mais brisée. Et comme on l'a dit, le silence qui suit la réplique énigmatique de l'enfant, donne à mon petit frère, il est qualifié de dramatique. Ça souligne le choc émotionnel. D'accord. Et le paysage sonore final, dans cette dernière séquence, il est complexe. Il superpose le bruit du jouet, le vent, mais aussi des échos lointains d'explosions et, de manière très subtile, des bribes de voix d'enfants qui jouent. Le scénario sonore les appelle des fantômes sonores. Fantôme sonore. Oui, avant que tout s'éteigne sur le seul bruit du jouet qui gratte le sable. C'est une belle image et triste à la fois. Alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, quels sont les grands messages ou les thèmes forts qui ressortent de l'ensemble de ces documents qu'on a parcourus? Ce qui est fascinant, je trouve, c'est de voir comment tous ces documents, qui vont des notes d'intention très personnelles de l'auteur, au découpage ultra technique en passant par l'analyse critique,
comment ils convergent vers des thèmes récurrents. Il y a bien sûr cette tension centrale entre la mémoire blessée, incarnée par le vieil homme, et cet imaginaire résistant, presque instinctif de l'enfant. Oui, Il y a le thème de l'effacement des lieux, des souvenirs, des personnes, mais paradoxalement aussi celui de la trace de ce qui persiste malgré tout. comme le graffiti, le jouet, le geste de transmission. Exactement. Et puis il y a la force du lien fraternel, même s'il est tenté d'absence ou de douleur, introduit par la sœur. Et surtout cette idée de résilience, de survie psychique face au désastre. L'analyse et les notes parlent d'une histoire de résistance silencieuse. Le récit ne propose pas de solution, pas de fin heureuse facile, évidemment, mais il offre cette image finale de persistance. Le vieil homme, à la fin, il n'est plus tout à fait le même qu'au début. Les sources suggèrent une évolution, tu disais. Oui, son regard, nous disent la continuité dialoguée et l'analyse, est passé de l'ironie ou du scepticisme à une forme de gravité, presque de tendresse silencieuse envers l'enfant. Le fait qu'il se tienne debout derrière lui dans ce plan final large qui révèle les ruines, c'est interprété par l'analyse comme une posture quasi protectrice. Il ne détourne plus le regard, il accompagne cette persistance. Ouais, qui gratte le sable, décrit dans l'analyse comme fragile mais persistant face au chaos, ça encapsule vraiment le message central qui semble se dégager de toutes ces sources. Même dans la dévastation la plus absolue, un geste minuscule, une obstination qui peut sembler absurde, une forme de reconstruction intérieure ou symbolique, peuvent non seulement subsister, mais aussi créer du lien et redonner une forme de dignité. Voilà, donc un aperçu, j'espère plus profond, de la richesse contenue dans les sources de Le Jouet sur le sable. Un projet de film qui, par son minimalisme formel radical, sa puissance d'évocation et l'intelligence de ses silences, semble explorer des émotions humaines fondamentales et cette capacité à persister, même dans le contexte le plus éprouvant qui soit, celui qui est suggéré par ce simple mot, Gaza. Tout à fait. Et tout cela, ça laisse ouverte une question fondamentale, je trouve, une piste de réflexion pour chacun, peut-être. Comment, dans des situations de perte extrême, de destruction massive, des gestes infimes comme jouer avec un petit camion en plastique, des objets dérisoires ou des paroles aussi rares et énigmatiques que celles échangées ici, comment est-ce qu'ils peuvent acquérir un poids existentiel aussi immense? Comment l'imagination, même réduite à sa plus simple expression, devient un outil, non pas pour nier la réalité, mais peut-être pour l'endurer, pour maintenir une étincelle d'humanité face à ce qui voudrait tout effacer. C'est peut-être là que réside la force silencieuse de ce récit.